Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de cette série de vidéos sur mon iceberg des traumas d'enfance de la génération Z. On s'était quitté sur la fin de la surface et on s'apprêtait à plonger dans les eaux claires. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va devenir à partir de ce moment-là beaucoup plus sombre de manière significative. Dollface. Dollface est une vidéo créée par Andrew Thomas Wang. Le court-métrage a été réalisé en 2005 et montre cette espèce d'étrange robot avec un visage surréaliste qui se maquille en fonction de ce qu'il voit sur la télévision qui est présentée en face de lui. Au cours du court-métrage, la télévision recule et il essaye toujours de s'en approcher pour toujours essayer de correspondre aux standards présentés par cette télévision. La métaphore est facilement discernable, mais clairement, le design du visage et certains plans, surtout les plans d'application du maquillage, tous ces plans-là, voilà, ils ont marqué beaucoup de gens. Marble Hornets. Marble Hornets, c'est une chaîne YouTube qui a été créée le 20 juin 2009. Celle-ci se présente comme créée par Jay, un étudiant en cinéma, qui avait réalisé avec un autre étudiant, Alex Creley, un film étudiant nommé Marble Hornet. Le projet ne s'est jamais fini à cause du comportement exponentiellement irritable et paranoïaque de Alex. Alex donna les cassettes de l'enregistrement de Marble Hornets à Jay en 2006, à condition qu'il ne lui en parle plus jamais. 3 ans après, Jay se décide de re-regarder les cassettes pour comprendre ce qu'il s'était passé, et lentement il se rend compte que des choses étranges se passaient sur le tournage et que quelqu'un suivait Alex. Mais alors pourquoi ça a marché? Qu'est-ce qui était si terrifiant? Eh bien, alors que Jay, dans la série, continue à regarder dans les cassettes, il se rend compte, en costard, sans visage, à la peau extrêmement blanche, suivait Alex. C'est Slenderman concrètement. Cette série a été créée 10 jours après les premiers montages photos sur Something Awful de Slenderman et c'était un coup de génie, c'était une idée de génie. La série est littéralement ma série préférée, tout court. Et ça m'a légèrement affecté à l'époque, je dormais pas très bien, mais ça a eu un impact sur toute l'esthétique de ma chaîne et de mes créations, similaire à l'impact que ça a eu sur toute la culture de l'horreur sur internet. C'était une idée de génie, voilà, de créer ça comme ça et je vous invite à aller la regarder, c'est une super série qui a marqué énormément de gens. Alex. Racist Mario. Le 5 août 2014, la chaîne Flashgate sort une vidéo du nom de Racist Mario, qui est un sketch humoristique se basant sur l'univers de Mario, avec un humour extrêmement vulgaire et trash. Il présente une version violente et intolérante de Mario qui, dans une partie de Mario Kart, se décide de tuer tous les personnages ne faisant pas partie des jeux Nintendo, et même ceux faisant partie des jeux Nintendo en fait. Il y a des blagues franchement très dark dans cette vidéo. Comme beaucoup à l'époque, j'avais cliqué dessus parce qu'elle était énormément recommandée par l'algorithme de YouTube. Je pensais juste que ça allait être un Mario étant raciste, mais je m'attendais pas aux blagues, quoi. Vraiment, il y a eu des trucs particulièrement violents. Je me souviens notamment avoir été marqué par le passage avec Sacha et le passage avec Donkey Kong. Et en général, la vidéo est juste gore en fait. Beaucoup d'enfants sont tombés dessus en fait. Le titre de Mario, Game Over. La vidéo dont je parle ici est un montage de screenshots du jeu Mario 64 modifié avec des mods, donc avec du machinima, qui a été posté sur YouTube en janvier 2008. Cette vidéo n'est pas forcément si connue que ça, mais elle est revenue genre 4 ou 5 fois quand je vous ai posé la question sur Twitter. Celle-ci présente un scénario qui va comme suit. Bowser s'apprête à plonger Peach dans une marmite brûlante. Mario essaye de l'en empêcher en prenant sa queue et en le jetant au loin. Bowser tombe sur les rambardes du pont du château et se retrouve empalé. L'image est très sanglante et crue par rapport à l'ambiance générale de la vidéo, mais aujourd'hui s'apprête surtout à sourire. Mario essaye ensuite de sauver la princesse Peach, mais il n'y arrive pas, et elle meurt brûlée dans la marmite. Mario devient alcoolique et finit par se suicider en se pendant au toit de la tour. Ok, aujourd'hui je trouve ça à mourir de rire, ça a beaucoup vieilli, c'est ridicule, mais c'est de mauvais goût, mais voilà, ça me fait un peu rire. Mais je fais partie des gens qui ont vu cette vidéo à l'époque, ça m'a mis mal. L'image de Bowser mort et de Mario qui se suicide m'a plutôt marqué. Comme on peut voir dans le commentaire de la vidéo, ça a traumatisé certains enfants. Obey the Walrus. Obey the Walrus, aussi connu sous le nom de Obedece la Morsa, est une vidéo creepy d'internet qui est apparue dans ses plus vieilles versions autour de juillet 2006 sur le site eBaum's World. La vidéo est un collage assez étrange d'images assez troublantes. Elle commence par un plan d'Andros dans le jeu Star Fox, avant de cut sur cette image psychédélique et enfin un long extrait d'une danseuse au physique peu commun. La musique en arrière-plan est très distordue et l'ambiance générale de la vidéo est très malsaine.
L'extrait de la vidéo avec la danseuse vient d'un film nommé The Goddess Bunny, qui parle de Sandy Crisp, une vraie artiste transgenre drag queen qui a souffert de la polio dans son enfance et d'erreurs médicales qui ont de manière permanente atteint son apparence physique. Elle est malheureusement décédée du Covid-19 en 2021. Je l'ai appris pendant l'écriture de la vidéo et ça fait quelque chose, étant donné que de manière indirecte, elle a énormément influencé la culture d'Internet. La rumeur dirait que la vidéo aurait été créée par une secte qui s'appellerait The Walrus ou le Morse, expliquant donc l'étrange image de fin d'un morse qui semble ne pas faire sens. Évidemment, tout cela est faux. La vidéo Obey the Walrus est attribuée à un certain Jair Herrera qui l'aurait fait au pif. Encore aujourd'hui, la vidéo est très particulière à regarder. Elle a une ambiance vraiment très particulière. La communauté Sonic. Alors cette entrée est assez drôle parce que c'est pas une blague en fait. Il y a des gens de mon âge qui ont eu une obsession avec Sonic. Parce que Sonic s'est présenté comme le rival de Mario, il est cool, son design est sympa, il y a un univers esthétique avec des personnages avec des visages un peu similaires qui est assez facilement reproduisible. Bref, c'est très facile, en étant enfant, de devenir fan de Sonic. Alors beaucoup de gens sont devenus fans de Sonic et sont ensuite allés sur internet pour partager leurs créations, que ce soit des personnages créés par eux-mêmes, des OC, Original Characters, que ce soit pour juste parler de la série avec des gens sur les forums, et ils se sont retrouvés en face de l'un des plus gros désastres d'Internet. La communauté de Sonic the Hedgehog a une réputation sur Internet, une réputation assez triste. Elle a la réputation de regrouper beaucoup de gens très fétichistes de choses très précises, créant leurs personnages et faisant des choses atroces avec des dessins violents et choquants. Cherchez Sonic sur DeviantArt, après avoir scrollé un peu, vous aurez exactement ce sur quoi un enfant ne devrait pas tomber dans son enfance. Bref, vous comprenez, énormément de fans de Sonic sont tombés sur du porn et du fetish art particulièrement cru et explicite, surtout quand au début des années 2010, les communautés étaient moins modérées. SCP-087 et SCP-087-B. SCP-087 est un jeu qui a été réalisé en 2012. C'était un tout petit projet du développeur Aversine, et sans le savoir, ce gars allait créer un des chapitres les plus importants des jeux vidéo d'horreur indépendants, que ce soit pour le bon ou pour le moins bon. Le concept du jeu se base sur la creepypasta du SCP-087, qui est décrit comme une cage d'escalier semblant sans fin, dans laquelle plus on s'enfonce, plus on se sent mal et on se retrouve en phase d'entités et d'hallucinations violentes. Le jeu basé sur la creepypasta est extrêmement simple et consiste à descendre une cage d'escalier indéfiniment jusqu'à se faire avoir par un screamer qui arrête le jeu. De même, SCP-087-B est une autre version du jeu qui, cette fois-ci, bien qu'avec des graphismes un tout petit peu moins convaincants, contient plus de mécaniques, un côté plus aléatoire et différents types de monstres. Ce jeu m'a trauma. Je ne pouvais physiquement pas voir de vidéo de ce jeu. Même des images, ça me rendait anxieux. Aujourd'hui, pour moi, c'est un jeu OSEF, mais quand même, ça m'a gardé éveillé de par son aspect vraiment énigmatique et son ambiance très travaillée malgré la médiocrité du concept qui ne dure en réalité que quelques minutes avant de vous ennuyer. La zone 51. La zone 51 est une zone militaire des États-Unis située au Nevada. Elle fait 155 km² de superficie, ce qui est plus grand que Paris. C'est une zone de test militaire extrêmement secrète placée sous surveillance extrême. Aucun membre du gouvernement, depuis sa création, n'a révélé quelconque information sur ce qu'il s'y passait, bien que des documents aient été déclassifiés, présentant la zone 51 comme un endroit où on testait des aéronefs expérimentaux durant la guerre froide. Depuis sa création et surtout avec le crash de Roswell et la conquête spatiale, des tonnes de gens spéculent sur ce qu'il s'y passe vraiment, et énormément de théories concernant des extraterrestres et des ovnis pullulent depuis des décennies. Entre les nombreuses vidéos étranges d'ovnis ou de points dans le ciel inexpliqués au-dessus de la zone dans le Nevada, ou encore la théorie que l'alunissage y aurait été filmé et qu'il aurait été truqué, ou alors encore des nombreuses personnes disant avoir infiltré ou y avoir travaillé, ça alimente l'imaginaire des gens depuis des années. On n'a aucune preuve sur ce qui s'y passe réellement, mais selon des sources et des théories, il semblerait qu'il ne s'y passe rien d'autre que des choses militaires, mais on a le droit de douter. Luna Game. Les jeux de Luna sont des jeux indépendants gratuits, inspirés de l'univers de My Little Pony. Ce sont des jeux relativement laids et mal codés, qui sont tous des sortes de jeux d'horreur dont l'objectif est d'attirer un fan du jeu, qui s'attend à juste un fan game marrant et joyeux, et ensuite de le surprendre avec un screamer.
En 2011, ce jeu a créé une putain de controverse sur les forums de My Little Pony. Le jeu ayant été posté dessus sans le moindre avertissement, causant l'interdiction des fangames impliquant de devoir télécharger le jeu. De plus, beaucoup de gens pensaient qu'il s'agissait aussi d'un virus, étant donné que le jeu laissait d'étranges fichiers texte et images sur votre ordinateur. Également dans le premier jeu, il y avait aussi un écran de screamer qui, une fois qu'il avait été déclenché, n'était pas possible à fermer autrement qu'avec des manips comme aller dans le gestionnaire des tâches. Le jeu utilisait également des programmes qui le faisaient se relancer quelques temps après avoir été éteint pour un screamer ultime. Heureusement, celui-ci n'était pas vraiment un virus, juste une mauvaise blague qui a terrifié et traumatisé des tonnes de gosses. Courage, le chien froussard. Courage le chien froussard, ou Courage the Cowardly Dog dans sa version originale, est un dessin animé qui a été créé en 1999 et qui est diffusé depuis. Il raconte les aventures de Courage, un chien particulièrement peureux, vivant dans une maison avec une femme qui l'aime et un vieil homme qui le maltraite par jalousie. Le show est une comédie d'horreur dirigée envers les enfants et adolescents, et c'est probablement un des trucs les plus cool que j'ai pu voir. J'ai pas vu beaucoup d'épisodes, j'ai pas connu ça quand j'étais jeune, mais ça a une esthétique vraiment ultra stylée, et vraiment ça force le respect. Il y avait une direction artistique particulièrement incroyable avec différentes méthodes d'animation utilisées souvent dans des épisodes en même temps, créant des sortes d'ambiances vraiment ultra créatives. Dans la série, Courage se doit de défendre la maison de ses maîtres durant la nuit et il rencontrera monstres, fantômes, démons et autres. Les changements dans l'aspect artistique de la série, quand on change d'un coup de style d'animation, amènent à certains des éléments les plus traumatisants de la série et qui ont marqué énormément de gens, au point que certaines personnes ont créé une sorte de phobie de cette série, qui ne peuvent plus voir des images de cette série. Il y a par exemple ce cauchemar de Courage. Ce passage, ou encore, et pour moi c'est probablement le plus important, le passage de la fille au violon. Courage ouvre cette porte, persuadé que quelque chose de mauvais va se passer. Il l'ouvre et voit cette jeune fille jouer du violon. Il est donc soulagé, puis ceci arrive. Voilà, imaginez avoir 10 ans et voir toutes ces choses, notamment ce littéral screamer. Pour un enfant, ça c'est un jumpscare. Mais pourtant, ça reste pour certaines personnes un des souvenirs les plus chaleureux et les plus joyeux de leur enfance. Ayant inspiré pour beaucoup l'amour des esthétiques effrayantes, de l'esthétique de l'horreur, j'adore. Laughing Jack. Laughing Jack est une creepypasta parlant d'une sorte de clown coloré, ami imaginaire d'un jeune enfant nommé Isaac. L'histoire raconte que lorsque Isaac a abandonné son ami imaginaire Laughing Jack, celui-ci a continué à vivre, perdant ses couleurs au cours des années au fur et à mesure qu'il devenait triste. Isaac, lui, devint un serial killer et Jack dut voir son ancien enfant tuer de nombreuses personnes innocentes. Laughing Jack finit par tuer Isaac avec les mêmes armes qu'il utilisait pour tuer ses victimes et devint à son tour une sorte de serial killer, prenant la forme d'un ami imaginaire auprès des enfants avant de les tuer et de tourmenter leur famille. Tout au long de ces tueries, celui-ci joue une chanson qui est une comptine connue aux États-Unis qui s'appelle Pop Goes the Weasel, depuis est énormément connotée comme faisant partie du personnage. La raison pour laquelle je mets une creepypasta aussi claquée, parce que franchement je trouve que c'est pas incroyable, c'est bien parce que déjà l'histoire est beaucoup plus gore et explicite que la majorité des autres creepypastas de ce type, mais aussi parce qu'elle est beaucoup moins connue étonnamment. Le personnage restait beaucoup en tête pour les gens, mais très peu connaissaient la véritable histoire. C'est particulier. Pencil Face. Pencil Face fait référence à une vidéo du même nom postée sur la chaîne SCAD Shorts, une chaîne qui créa des petits courts-métrages de 2007 à 2008. Et leur vidéo la plus connue est Pencil Face. La vidéo est plutôt simple. On voit cette jeune fille en face de ce gigantesque crayon avec un visage, elle le prend et dessine une sorte de gâteau dans les airs qui apparaît tout de suite après. Elle se décide ensuite à dessiner un cerf-volant qui lui aussi apparaît. Elle s'ennuie vite avec ce qu'elle dessine et soudain elle se met à désirer une sucette géante. Elle dessine donc une spirale pour mimer la forme d'une sucette, sauf qu'à la place apparaît cette sorte de portal étrange. Elle s'en approche et se fait aspirer. Pendant ce temps-là, le crayon garde un sourire et on peut le voir légèrement bouger à la fin quand elle se fait aspirer. La vidéo était devenue semi-virale au début de YouTube et il était assez facile de tomber dessus par erreur. Un grand nombre d'enfants se souviennent d'avoir vu cette vidéo et en ont un souvenir traumatique. Smile et Cupcake. Smile HD est une vidéo du youtubeur Mr Davy. C'est également le même Mr Davy qui fera la deuxième vidéo dont je parlerai dans cette entrée de l'iceberg, le très célèbre Cupcake. La vidéo est un fan-made mis sur fond d'un remix d'une musique de la série My Little Pony. L'animation est extrêmement fidèle et ce serait assez simple de méprendre ces vidéos comme de véritables événements canoniques de la série. L'animation se focus entièrement sur Pinkie Pie, un personnage connu pour être extrêmement joyeux, bubbly et en général ultra dynamique, à tout le temps vouloir faire la fête, sauf que la vidéo possède un twist. C'est en réalité un sketch parodique extrêmement gore et violent, montrant des scènes très graphiques de chaque personnage se faisant battre jusqu'à la mort. Une autre vidéo de Mr Davy sur My Little Pony qui a beaucoup marché est Cupcakes. Encore une vidéo au style d'animation très fidèle et qui, encore une fois, pourrait être mépris comme
un véritable produit de la série, montrant Pinkie Pie faisant des cupcakes avec les entrailles d'un autre poney. Le style d'animation et le fait que les vidéos soient devenues virales ont fait que beaucoup d'enfants de moins de 9 ans ont vu cette vidéo. Vous imaginez les dégâts, il y a eu énormément de haine de Mr. Davy pour ces vidéos, même si aujourd'hui je les trouve quand même assez marrantes ces vidéos. Aujourd'hui, toutes les vidéos ont été supprimées de la chaîne du créateur, mais énormément de réuploads subsistent. Le Ouija. Le Ouija, ou le Ouija, est une pratique de spiritisme extrêmement répandue dans le monde occidental. Ses ancêtres remontent jusqu'à 1890, mais concrètement c'est devenu un phénomène quand Parker a commencé à éditer des planches de Ouija comme des sortes de jeux de société marrants. Le concept d'une planche de Ouija, c'est qu'on va mettre une planche de bois sur laquelle on mettra toutes les lettres de l'alphabet, les chiffres arabes, le mot oui, le mot non, le mot bonjour et le mot au revoir. On place un verre au centre de la planche de bois et on joint les mains au-dessus et on espère qu'un fantôme va faire bouger le verre. Et l'idée c'est qu'il va faire bouger le verre sur les réponses aux questions qui l'intéressent et épeler des mots, ainsi de suite. Bref, vous connaissez le Ouija. Pour le coup, je suis extrêmement sceptique vis-à-vis du Ouija, sachant que des études scientifiques semblent arriver à prouver que le Ouija fonctionnerait sur un principe idéomoteur, où l'envie que le Ouija fonctionne influence des mouvements inconscients. Et ça a pu être reproduit en laboratoire. Mais néanmoins, des légendes et rumeurs circulent. Des tables qui voleraient, de violents poltergeists et des démons, dont un du nom de Zozo, qui serait particulièrement violent et néfaste. Z. O. Z. O. Z. O. Oh my God. Juste dommage que ça sonne complètement ridicule, Zozo en français. Le fantôme de Michael Jackson à Neverland. En 2009, suite à la mort de Michael Jackson, une équipe de télévision se rendit à Neverland pour filmer les lieux, alors inhabités par la star de la pop. Au milieu du reportage, beaucoup ont remarqué une chose que les journalistes ne semblaient pas avoir mesurée lors du tournage. Cette étrange ombre passant dans l'arrière-plan. La rumeur dirait qu'il s'agirait du fantôme de Michael Jackson, se baladant dans les couloirs de Neverland, toujours à la recherche de quelque chose. La vidéo a énormément tourné au cours des années, devenant virale de nombreuses fois au cours de la décennie. Et ça a terrifié de nombreuses personnes, surtout que plein de gens s'amusaient à créer des screamers avec cette vidéo. Il y a également la vidéo de Didi Chandouidoui, sur les 5 théories de Michael Jackson, que j'ai longtemps hésité à mettre carrément dans l'iceberg, mais Michael Jackson y apparaissait déjà un peu trop, donc tant pis. La vidéo a été débunk. En effet, ce que l'on voit ici, c'est l'ombre d'un des techniciens qui était sur le tournage. Rien de surnaturel, purement explicable. Design qui ont fait peur à des enfants. Alors là, c'est très vague, mais en gros, c'est pour regrouper tous les trucs un peu obscurs que vous m'avez envoyés, qui sont néanmoins valides à mettre à l'intérieur. Les vieux dessins animés, et surtout les dessins animés en stop motion, ont une esthétique un peu étrange. J'inclus aussi dans le tas les trucs animés avec des marionnettes et autres. Ça fait flipper des gens. Il y a des gens qui ont été très sensibles négativement à cette esthétique. Par exemple, des gens étaient terrifiés par, je sais pas moi, par Sesame Street, ou un rue Sésame en français, mais je connais personne qui dit un rue Sésame. Ou alors, je sais pas moi, plein de films en stop motion, etc. Même pour certaines personnes, les Teletubbies. Non, c'est très étrange. Voilà, je mets ça ici un peu comme un placeholder. Vous mettez un peu tous les trucs que vous injectez dedans dans des trucs qui objectivement n'avaient rien de vraiment flippant autre qu'une esthétique particulière. Voilà. Burger and Fries the Cat. En 2006, une vidéo nommée Very Angry Cat est postée sur YouTube. Aujourd'hui, la vidéo possède plus de 90 millions de vues. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fout là ? Ce cri, cette image. J'ai été surpris aussi, mais je ne m'attendais pas à ce que des gens me l'envoient plusieurs fois. Je pense que si tu as déjà peur des animaux de ce type, genre la morsure d'un chien ou les griffures d'un chat, cette image peut être traumatisante. Mais en général, le cri bien saturé, bien violent, ouais, ça peut marquer. Animation en argile des Simpsons. Le 17 décembre 2015, une vidéo est postée sur la chaîne de Lee Hardcastle du nom de The Simpsons Couch Gag Part 1 You're Next. Cette vidéo s'inspire des gags du canapé situé dans les génériques des Simpsons et montre une animation en stop motion à la pâte à modeler qui devient sans prévenir extrêmement dark et sanglante, montrant une ambiance très glauque et pesante, mêlée à une ambiance sonore sobre, un clair de lune de Beethoven. J'insiste vraiment pour vous dire que la vidéo est bien faite. Donc c'est un moyen de vous déconseiller d'aller la voir parce qu'elle est vraiment graphique et gore, mais ça a marqué énormément de gens et ça a fait des millions de vues et il me semblait important de le mettre. Rubber Johnny.
Rubber Johnny est une collaboration entre Aphex Twin, légendaire artiste de drum and bass, d'IDM et d'ambiante, qui, voilà, j'adore cet artiste, et Chris Cunningham, aussi un gars que j'adore, voilà, qui est un artiste expérimental, vidéaste, qui fait des clips étranges. Rubber Johnny est mon travail préféré de Chris Cunningham. Je suis très réceptif à cette esthétique. L'intégralité du court-métrage est filmée en night shot, le tout avec un look très amateur et found footage, rendant l'imagerie absolument terrifiante, étant donné qu'elle paraît 1000 fois plus réelle. Rubber Johnny est le nom de cette créature, à la tête amplifiée et déformée, s'exprimant dans cette voix aiguë et étrange. La page Wikipédia du short dit ceci à propos de Rubber Johnny. L'existence solitaire d'un mutant de 16 ans, résultat de trop de consanguinité, il est enfermé par ses parents honteux dans un sous-sol plongé dans l'obscurité. Et il est aussi addict à la cocaïne. Bref, le concept est fou, mais l'esthétique mélangée avec le début ressemblant à une sorte d'interview d'Alien, j'adore. Mais quand ça tournait sur Dailymotion et YouTube au milieu des années 2000, ben ça faisait vraiment flipper tout le monde. Agamemnon Counterpart. Agamemnon Counterpart est une vidéo sur YouTube datant de 2006 qui est très étrange. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, mais je vais élaborer un peu plus ici. Il s'agit d'une sorte d'enregistrement simili VHS d'un dessin animé ultra bizarre et incompréhensible. Durant l'intégralité de la vidéo, des cris extrêmement forts et distordus se jouent en arrière-plan. La vidéo est assez étrange et beaucoup de gens ne savaient pas quoi en faire jusqu'à ce qu'une creepypasta sorte sur le sujet, la liant avec une sordide affaire de au Japon, dont les cris feraient partie d'un enregistrement vidéo. La réalité est différente. Il s'agit en réalité d'un projet artistique de Michael Ronson et Jason Kovac pour un concours artistique nommé Destination Imagination en 2001. Les cris proviennent d'un film français nommé À cris perdu, donc aucun lien terrifiant avec quelconque acte sordide. Anything Chez St. John. J'ai déjà dédié une vidéo entière de ma chaîne à Chez St. John. C'était le deuxième Findings et c'était pas fou. Voilà, on va pas se le cacher, c'était pas fou. Peut-être que je la referai, parce que voilà, Chez St. John, c'est un pilier de l'internet horrifique. C'est une des curiosités d'internet les plus fascinantes de l'histoire. C'est un travail du maintenant décédé Eric Fournier, une série de vidéos sur une chaîne YouTube parlant d'un personnage, une certaine Chez St. John, ancienne mannequin qui suite à un accident a recomposé son visage à partir de bouts de sa peau, si j'ai bien compris. Bref, Chez St. John, c'est ce truc. She is totally obsessed with Kiss. Puking blood. Et ce truc apparaît dans énormément de courts-métrages absurdes. Anything est sa vidéo la plus connue, amassant aujourd'hui des millions de vues. C'est une vidéo très absurde où un ami de Chez St. John vient lui demander s'il fait le truc avec les mains. Ce truc étrange où tu... Enfin ça quoi. Jordan told me you had been doing it on a sleeping bag earlier. Out. God, I heard you doing the hand thing. My hands are hurt. Et la vidéo a un montage vraiment effréné, presque angoissant. Bref, ça a terrifié et impressionné énormément de gens. Et encore aujourd'hui, même des gens largement adultes sont terrifiés par cette vidéo. D'autres la trouvent juste marrante. C'est mon cas. Voilà, on a terminé les eaux claires et on s'apprête à l'instant à plonger un peu plus profond. Nous allons plonger dans les eaux sombres. Dans les eaux sombres, là, on va commencer à avoir de plus en plus des trucs obscurs qui ont touché peu de gens, auxquels on ne s'attend pas, et aussi des trucs particulièrement glauques et particulièrement surprenants. Le lion des Teletubbies.
Dans l'épisode 58 de la saison 3 des Teletubbies, les enfants qui regardaient cette série se sont retrouvés en face de quelque chose de particulier. Il y a un passage d'environ 5 minutes concernant un lion et un ours. Les Teletubbies s'assoient sur une plaine et se mettent à regarder cet ours parler. Il est présenté comme l'ours gentil. Sa présentation est coupée par l'arrivée d'un lion qui est annoncé d'abord par des rugissements avant d'arriver. Et voilà, vous avez devant vous le trauma de milliers de gosses. Au début, je ne comprenais pas, mais finalement, j'ai fini par comprendre. D'abord, les Teletubbies sont destinés aux moins de 3 ans. C'est très jeune, moins de 3 ans, et c'est vraiment une émission d'éveil. N'importe quelle image un peu plus terrifiante que l'habituel serait susceptible d'être gravée dans les mémoires. Le design du lion et de l'ours est bizarre, de par son côté très inexpressif, et l'idée d'un truc qui ressemble à un objet qui puisse se mettre à parler est plutôt terrifiante. Mais surtout, le lion se présente comme le lion méchant, qui court après l'ours gentil pour le manger. Et surtout, les dents. Les dents du lion sont très marquées. Même si c'est un peu subtil comme détail, c'est de là que vient l'aspect vraiment traumatisant. Et je sais pas si vous le saviez, et ça vous pouvez l'inscrire dans votre tête. Quand un enfant dessine les dents des choses de manière très précise et des dents très pointues, c'est un signe parfois qu'il a été traumatisé. Voilà, je sais pas pourquoi, mais les dents ont vraiment une importance dans l'imaginaire d'un enfant qui est terrorisé. Les illusions d'optique. Alors, ça peut paraître particulier parce que c'est vraiment très enfantin parfois, mais les illusions d'optique ont traumatisé des tonnes de gens. Je parle pas de toutes les illusions d'optique, mais je parle de certaines d'entre elles qui soit étaient trop perturbantes pour des cerveaux d'enfants, soit qui présentaient des designs juste glauques. C'est la première partie qui m'intéresse le plus. Moi perso, je me souviens en particulier d'une illusion d'optique qui m'a vraiment traumatisé. La voici. Je vais vous demander de fixer le point alors qu'à côté des visages de célébrités vont défiler. Voilà. Ces déformations de visages bizarres, moi, ça m'a traumatisé. Ça peut vous faire rire, moi, ça m'a terrorisé. Yelling Creature. Voilà, ce que vous venez de voir est la vidéo Yelling Creature. C'est tout. Elle a été réalisée par Bob Herman, le design est creepy, le son est pas très prévisible et il ne semble pas y avoir quelconque motivation derrière la vidéo autre qu'une expérimentation bizarre. La vidéo a bientôt plus de 9 millions de vues. J'adore la chaîne de ce type, c'est une capsule dans le YouTube 2006-2007 dans ce qu'il y a de plus fou, entre de la musique avec un clip fait maison, des vidéos Mentos Coca et ce genre d'expérimentation étrange. Il en fera d'autres, comme Yelling Creature Santa, Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. ou Yelling Pumpkin, mais c'est à peu près tout. Les vidéos sont juste des expérimentations étranges sur le fait de mettre un visage sur un objet peu commun. Les anges pleureurs de Doctor Who. Je vais être très bref avec ça, déjà parce que je ne regarde pas Doctor Who, mais aussi parce qu'on a parlé déjà 2 fois du SCP-173 qui utilise le concept des anges pleureurs. Dans l'épisode 10 de la saison 3 de Doctor Who sont présentés les anges pleureurs. La créature se base sur un système simple, quand tu la vois, elle ne bouge pas. En revanche, quand tu clignes des yeux ou que tu ne l'as pas dans ton champ de vision, elle peut se déplacer. Durant l'épisode, les personnages principaux essayent d'échapper à des anges pleureurs et l'intégralité de la mise en scène est très réussie. L'épisode est connu notamment pour la phrase « Ne cligne pas des yeux » ou « Don't blink », faisant référence donc au fait qu'un simple clignement d'œil peut faire déplacer l'ange pleureur. La mort de Gigi. Gigi est un vieux dessin animé pour jeunes filles de type Magical Girl. Cette série est très niaise, parfois assez absurde, et est clairement destinée à un public très jeune. Donc comprenez à quel point les enfants furent perdus quand dans l'épisode 46 de la série, Gigi meurt. Sa mort dénote carrément de l'ambiance générale de la série. Ici on montre une mort brutale, tragique et étrangement bien réalisée. Même si ce n'est vraiment pas de notre génération, il s'agit de l'un des plus grands traumas généraux de l'histoire de l'animation pour enfants, la série étant très populaire. Cet épisode a choqué absolument tout le monde et a pour origine un commentaire acide de la part des studios d'animation. C'était contre les fabricants de jouets qui ont refusé de continuer le financement de la série malgré de très bonnes critiques, juste car le merchandising marchait peu. C'est donc pour ça que le camion qui renverse Gigi est un camion contenant des jouets. Littéralement, l'industrie des jouets a tué Gigi. C'est assez intelligent, bien qu'un peu amer et surtout clairement pas adapté à l'audience recherchée. Scénario de fin du monde.
Alors là, c'est assez évident, mais concrètement, des idées de fin du monde, les scénarios de fin du monde, le fait de penser simplement au concept de la fin du monde, ça détruit le cerveau d'un enfant. Je me souviens avoir passé des après-midi à me poser des questions sur la fin de l'univers, le soleil, l'expansion du soleil qui allait nous avaler, etc. J'ai trauma. Mais aussi, il y a eu tous les films catastrophes, et particulièrement 2012, le film qui se basait sur la rumeur selon laquelle le monde allait se terminer le 21 décembre 2012. Ça m'a beaucoup affecté. À l'époque, j'avais seulement 10 ans. Et ça m'a touché, j'y ai cru suffisamment pour que ça m'empêche de dormir certaines nuits. Yume Nikki et Uboa. La première fois que j'ai entendu parler de Uboa, c'était dans des compiles d'historiques sur YouTube. Si seulement je m'étais plus penché sur Yume Nikki à l'époque. Putain, qu'est-ce que Yume Nikki est génial. Yume Nikki mérite un gros épisode de Findings rien que pour son cas. C'est un des plus grands chefs-d'œuvre du jeu vidéo que je connaisse. Yume Nikki est le fruit d'un seul homme japonais dont le pseudo est Kikiyama et dont l'identité au-delà du jeu est un mystère. Le jeu a été réalisé en 2003 sur RPG Maker avant d'atteindre sa version finale en 2007. Le concept de Yume Nikki est assez simple. On contrôle une jeune fille nommée Madotsuki. Celle-ci vit dans un minuscule appartement. Si vous essayez de sortir, elle refusera en secouant la tête. La vraie aventure de Yume Nikki se passe dans ses rêves. Les rêves de Madotsuki s'organisent dans une sorte de nexus amenant vers 12 mondes dans lequel on doit collecter 24 objets pour arriver à la fin du jeu. Les 12 mondes connectent eux-mêmes à d'autres mondes, formant une map absolument gigantesque. C'est un des jeux les plus grands créés sur RPG Maker et les maps fourmillent de détails et d'esthétiques étranges, glauques, tristes et généralement très abstraites. Le jeu n'a pas vraiment d'objectif mis à part les 24 objets. Le seul véritable objectif du jeu, c'est de errer sans réel but finalement dans les rêves de cette jeune fille. C'est une des expériences les plus immersives et mélancoliques du jeu vidéo. Une expérience qui va vous rapprocher de la jeune fille, qui va progressivement, par des petits détails, vous toucher très fort. Et la fin... Ouais, non, je spoil pas. Non. La fin est marquante. Voilà. N'allez pas vous spoiler, juste jouez à Yume Nikki, finissez-le et ayez la fin. Maintenant, parlons de Uboa. Dans un des endroits de la map, nommé la maison de Poniko, vous avez une interaction simple. Pouvoir allumer ou éteindre la lumière. Si vous arrivez dans la pièce et que vous éteignez la lumière, vous avez une minuscule chance que ceci se passe. Voilà Uboa. Le design est vraiment glauque et la présentation est vraiment impressionnante comparée au reste du jeu. Si vous interagissez avec Uboa, son visage changera en ceci et vous serez téléporté dans le désert blanc, un environnement désolé, glauque et sanglant. Bref, Yume Nikki et Uboa font partie d'une partie majeure de mon esthétique et c'est un de mes plus grands coups de cœur de l'histoire du jeu vidéo. Angela Anaconda. Angela Anaconda est un dessin animé réalisé par Johanna Ferron et Sue Rose en 1999 et qui a été diffusé jusqu'en 2003. Je ne sais pas si ça a été rediffusé depuis, mais je doute étant donné la réception que Angela Anaconda a eue à l'époque. Le dessin animé n'est pas forcément mauvais, mais terrifiait tous les gosses. Angela Anaconda met en scène les aventures de Angela, une fille très jeune, très enfermée dans sa tête, détestant viscéralement Nanette Manoir, une camarade de classe riche et égocentrique. Ok, maintenant, les designs. Je sais pas qui s'est dit que c'était ok, mais clairement, il y a un problème. C'est vraiment trop bizarre à regarder. Les visages découpés en noir et blanc avec le reste qui est coloré. On est dans la vallée dérangeante. On est dans quelque chose qui juste fait peur parce que c'est étonnamment proche de quelque chose de réaliste en termes de visage, mais pas assez pour que ce soit pas traumatisant. Enfin, c'est évident, regardez-moi ces designs, c'est horrible. The Grudge et les jeux vidéo sur le sujet. Ju-On The Grudge est un film réalisé par Takashi Shimizu en 2002, qui a rencontré, notamment avec son remake en 2004, un franc succès à l'international. Les films se basent tous sur le même concept, une étrange malédiction autour d'une maison hantée par une entité. Cette entité a une apparence giga glauque, probablement très inspirée du film The Ring, mais surtout il y a une des meilleures idées du cinéma d'horreur, et ça a à voir avec le son. Quand l'entité s'approche de ses victimes, celle-ci fait ce bruit. Et ce bruit est la source du trauma de beaucoup de gens. En effet, énormément de gens dans ma génération n'ont pas vu ces films. Vraiment. Genre, presque aucun. Et pourtant, ils connaissent The Grudge. Du moins la créature dans The Grudge. Ce son est iconique. Et il y avait souvent des gens qui s'amusaient à reproduire ce son, notamment pour faire peur à des gens. C'est le trauma de plein de personnes. Notamment, il y a des jeux vidéo
comme un jeu vidéo sur Wii et un jeu Flash assez connu qui s'appelait The Grudge, qui ont beaucoup contribué au succès de The Grudge auprès de ma génération, mais surtout à son déploiement dans l'inconscient collectif. La poupée Robert. Il s'agit d'une légende parlant d'une poupée hantée qui aurait appartenu à un certain Robert Eugène Otto, qui l'avait appelée par son propre nom. La légende serait qu'elle aurait été offerte alors qu'il n'était qu'un enfant par une personne qui aurait voulu le maudire. La poupée aurait la possibilité de posséder ses hôtes, de parler, de bouger et en général ruinerait la vie de ceux qui la posséderaient. La légende est beaucoup plus fournie que ça, il y en a pas mal de gens qui en ont parlé, beaucoup de youtubeurs. Vous avez largement de quoi vous renseigner sur le sujet. Le fait qu'elle soit passée aussi souvent dans des émissions et sur des chaînes YouTube fait qu'il est naturel que celle-ci soit devenue une des légendes les plus traumatisantes de notre période. Le concept d'objet hanté revenant assez souvent dans les souvenirs horrifiques des gens. Halloweenks. Halloweenks est l'épisode 16 de la saison 2 du dessin animé Winx Club, diffusé en 2004. Pour ceux qui ne connaissent pas les Winx, c'était mon cas il y a genre quelques mois, enfin du moins qui ne connaissent pas en détail. Je vous invite à les regarder, parce que je suis sérieux, c'est un des meilleurs dessins animés pour enfants des années 2000. Moi je suis sérieux. Outre ça, Halloween c'est un épisode très particulier. Celui-ci suit les protagonistes allant faire une sorte de soirée d'Halloween organisée par une fille détestant le personnage principal. Cette soirée se passerait dans une maison hantée. Dedans l'accueil est froid et il se passe de nombreuses choses, mais l'important n'est pas là. L'important c'est ça. Sa bouche est pleine d'asticots, pleine d'asticots. Qui la touchera périra. Sa bouche est pleine d'asticots, pleine d'asticots. Ces monstres sont les ennemis majeurs de l'épisode et leur design est cauchemardesque. Bref, inutile de vous expliquer pourquoi ça a traumatisé des gens, le design est ultra flippant et on ne s'attend pas à ce que ça arrive dans un dessin animé pour enfants. Candle Cove. En 2009, une légende commence à se propager sur internet. Il s'agit d'un thread sur un ancien forum du nom de Net Nostalgia où des utilisateurs se rappelèrent collectivement d'un dessin animé de leur enfance nommé Candle Cove dont ils n'ont plus aucune trace et dont aucune trace n'est disponible sur internet. Il s'agirait d'un étrange dessin animé low budget qui serait passé sur Channel 58 durant leur enfance. L'émission parle d'une jeune fille nommée Janice qui s'imagine une amitié avec des pirates. L'histoire serait animée avec des marionnettes et il y aurait dedans un personnage nommé le preneur de peau, un pirate squelette méchant avec des vêtements faits en peau d'enfant. Un étrange souvenir d'un épisode en particulier revint comme un souvenir traumatique de presque toutes les personnes dans le fil de discussion. L'épisode des cris. Il s'agit d'un épisode qui ne consiste que des poupées bougeant dans tous les sens, dans un style différent du reste de la série, alors que Janice pleure. Alors qu'il se rend compte qu'il n'y a plus aucune trace d'information sur internet de tout ça, un des utilisateurs à la fin du thread demande à sa mère des infos sur Candle Cove. Elle lui répond que c'était un show bizarre, car à chaque fois qu'il passait à la télé, après le générique, il n'y avait que de la statique de télévision, rien d'autre, et que l'enfant semblait happé par la télévision. Vous y attendez et vous la connaissez certainement, mais c'est une creepypasta, une légende qui a été complètement inventée. Le thread en question n'a jamais existé, le forum Net Nostalgia n'existe pas, et surtout Candle Cove n'a jamais existé. Je me souviens juste personnellement très fort de la vidéo qui tournait souvent avec l'histoire, un enregistrement du fameux épisode avec les cris. Aujourd'hui, la creepypasta fait très cliché, mais c'est en partie à cause de Candle Cove que ça paraît cliché. C'était une des premières histoires de ce type, et surtout, la meilleure. C'est probablement ma creepypasta préférée. L'histoire a été écrite par Chris Straub, un génie responsable d'autres grands contenus horrifiques du web, dont notamment l'excellent et récent ARG Local 58. Smile.jpg. Smile.jpg est une des creepypastas les plus célèbres de l'histoire. Elle aurait été créée en 2008 et concernerait une image du nom de Smile.jpg ou Smile.jpeg. Une image d'un chien avec ce sourire étrange. Le simple fait de la voir pourrait rendre complètement fou. Certains développeraient même une obsession étrange pour l'image allant jusqu'au suicide. Également, il y aurait d'autres variations de la photo, notamment celle-ci, mais en général, l'histoire reste la même. J'aime pas mal cette creepypasta. Et certaines personnes ont encore peur de celle-ci, encore aujourd'hui. L'image possède une aura très étrange, et si je la mets aussi bas, c'est que celle-ci était vraiment efficace à l'époque. Elle a terrifié énormément de gens qui évitaient religieusement cette image. This Man.
This Man est une légende concernant cette image, ce visage. Le site thisman.org, créé en 2008, affirme que celui-ci aurait été présent dans les rêves de dizaines de milliers de personnes dans le monde sans que cette personne n'existe pour autant. Ça a été un véritable phénomène en 2008 et en général ça a continué à grandir, devenant un phénomène général au milieu des années 2010. Beaucoup de gens donnaient des témoignages disant oui, moi aussi je l'ai vu, moi aussi je l'ai vu, moi aussi je l'ai vu, etc., etc. Et énormément de théories ont été créées pour expliquer cette étrange apparition d'un personnage dans les rêves des gens. En réalité, tout cela n'est qu'une rumeur qui a été lancé par un Italien nommé Andrea Natella dans l'objectif de créer un gigantesque coup marketing pour un film qui devait s'appeler This Man, mais qui a été abandonné en cours de route. Du moins, c'est la théorie majeure. Un truc est sûr, Andrea Natella a par inadvertance vraiment réussi son objectif, car de nombreuses personnes se sont mis à faire des rêves sur This Man à cause de la légende après avoir vu le montage photo. Les disques creepy de Minecraft. Bon là c'est assez simple, je vais passer très rapidement, mais dans Minecraft, il existe un système de jukebox où vous pouvez mettre différents CD qui sont droppés assez rarement, mais qui sont droppés dans le jeu par les mobs du jeu. Et parmi ces disques, il y a le disque 11 et le disque 13, qui sont des disques ne comportant pas de musique, juste d'étranges collages de sons semblant indiquer une histoire de quelqu'un dans une mine échappant à des monstres du jeu. Les Trois Brigands. Les Trois Brigands est un film d'animation allemand sorti en 2007, adapté d'un livre du même nom. L'histoire parle de Tiffany, une orpheline conduite contre son gré à un orphelinat tyrannique, mais en route vers l'orphelinat, sa diligence se fait braquer par trois brigands qui du coup l'enlèvent. L'histoire va parler en parallèle de l'histoire de l'orphelinat et qu'est-ce qu'il s'y passe, et c'est particulièrement les scènes dans l'orphelinat qui sont horrible. Il y a une atmosphère assez violente, c'est surtout une directrice d'orphelinat qui réduit à l'esclavage les enfants et les terrorise. La directrice est vraiment terrifiante. Et également, il y a des scènes où on montre la vie de l'orphelinat qui possède un business illégal asservissant les enfants à récolter des betteraves pour créer des desserts vendus par la directrice. Je n'invente rien. L'atmosphère du film est étonnamment sombre pour des enfants, mais surtout il y a cette scène de fin où, attention spoiler, la directrice est jetée dans les mécanismes de son usine qui crée des gâteaux à partir de betteraves, où elle finit à la fin cuite en un gâteau que tous les enfants se mettent à manger. C'est quand même particulier. Slendytubbies. Slendytubbies est un jeu vidéo d'horreur créé par ZioWorks en utilisant le moteur Unity 3D qui est sorti le 12 décembre 2012. Le jeu est gratuit et s'inspire grandement du jeu vidéo Slender The 8 Pages dont on a parlé plus tôt. Vous y incarnez des personnages de Teletubbies, des personnages blancs qui s'appellent des gardiens, et vous devez chercher 8 gâteaux dispersés sur une map ressemblant vaguement au setting de la série Teletubbies, en fuyant Tinky Winky qui veut vous tuer. Au hasard, durant votre partie, de nombreuses images subliminales pourront arriver, montrant des images gore des Teletubbies. Bref, le jeu a beaucoup tourné à l'époque et a terrifié beaucoup de gens, en particulier quand des youtubeurs ont commencé à faire des vidéos dessus, bien que la qualité de celui-ci soit pas incroyable. De nombreuses autres versions du jeu existent et sont plus travaillées, même si elles sont pas folles, hein. J'ai fait un live sur Slendytubbies 3 et c'était pas incroyable du tout. Mais je trouve quand même que le premier reste le plus marquant, étant donné qu'il a énormément tourné et que le concept était novateur. Je suis allé prendre une douche, c'est pour ça que mes cheveux ont l'air très gras. Five Nights at Freddy's, théorie de fan. Si le jeu Five Nights at Freddy's a énormément marqué ma génération, c'est surtout à cause des théories de fans et de tout le lore qu'il y a à l'intérieur du jeu. La longévité de la série se veut à son histoire, cachée dans des mystères, dans des easter eggs et dans des mécaniques de gameplay assez novatrices qui ont énormément marqué les gens. Beaucoup de gens de ma génération ont vu les game theory et en général, l'histoire derrière Five Nights at Freddy's, même si je trouve qu'elle part un peu en couille à partir de Sister Location, reste carrément plus flippante que les jeux eux-mêmes. Parlons de meurtres d'enfants dans des pizzerias un peu frauduleuses et de fantômes revenant hanter la personne qui les a tués. Et je vais l'avouer, même moi, ça a marché sur moi pendant quelques nuits. Moi, ça me faisait peur, même si j'étais déjà largement au collège. Il y a eu cette aura de mystère avec Five Nights at Freddy's autour des 4 premiers opus qui ne peut pas être négligé.
L'expérience russe sur le sommeil. L'expérience russe sur le sommeil, ou l'expérience russe d'hypnagogie, est une légende concernant une soi-disant expérience gouvernementale réalisée dans les années 40 pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle était censée tester un gaz expérimental censé garder les gens éveillés. La légende dit qu'ils ont pris 5 criminels politiques de l'époque et les ont gardés éveillés pendant 15 jours contre la liberté. La rumeur dit ensuite que les 5 premiers jours se sont passés correctement, avant que, à partir du 9e jour, ils se mettent tous à crier jusqu'à se déchirer les cordes vocales. Il dit ensuite enfin qu'à partir du 15e jour, quand l'expérience commençait à arriver à sa fin, et que les prisonniers ne parlaient plus depuis quelques jours, ayant tapissé les fenêtres par lesquelles les chercheurs pouvaient les observer d'excréments, on leur a proposé la liberté qu'ils ont refusée, prétextant vouloir rester éveillés. L'histoire continue, je vous invite à la lire, c'est une creepypasta plutôt bien écrite, même si j'ai tendance à trouver que la fin est pas ouf par rapport au talent de ce qui est montré au-dessus. Mais le concept était diablement efficace pour l'époque. Mais ce qui explique la longévité de cette creepypasta et son impact important sur Internet, c'est une chose, cette image. Cette image est indissociable de la creepypasta. Apparemment, il s'agirait d'un des sujets à la fin de l'expérience. Or, il s'agit bien évidemment d'une creepypasta, donc d'une rumeur, et rien de tout cela ne s'est passé, il n'y a jamais eu d'expérience russe d'hypnagogie, et l'image en question ici, que vous voyez, voilà, eh bien sachez que c'est une photo faite avec un bon angle, un bon traitement d'image et un bon éclairage de ce costume. Ouais, le mythe est détruit. Dora la Matadora. Dora la Matadora, ou Dora la Tueuse, est une vidéo qui a été postée en 2009 sur YouTube qui aujourd'hui compte plus de 9 millions de vues. Elle dure 35 secondes et est excessivement simple. On voit ce stickman conduire une voiture qui se conduit jusqu'à une falaise. Il tombe de la falaise, sa voiture se détruit et il est en vie. Dora sort des bois, voilà son visage, désolé je suis obligé de flouter mais c'est un tout petit peu gore, suffisamment j'imagine pour que YouTube me censure. Dora lui fait coucou avant de lui tirer des lasers depuis ses yeux pour le buter. Cette vidéo est vraiment naze. Je ne l'ai personnellement jamais vu étant petit, mais étonnamment il y a plein de gens qui la ressortent comme quelque chose qui les avait trauma. On peut notamment le voir dans les commentaires de la vidéo. Je pense que c'est ce visage en particulier qui les a marqués, mais bon, si c'est pas ça, je comprends pas trop. C'est une de ces nombreuses vidéos énigmatiques de perversion de produits culturels pour très jeunes enfants, et celui-là fait partie pour moi des plus obscurs, j'avoue je comprends pas. Cooking Idol. Cooking Idol est une vidéo qui a été postée sur YouTube le 1er octobre 2010. Elle a été réalisée par l'utilisateur Nana825763, un gars dont on reparlera dans cette vidéo un peu plus tard, car il a été très important pour les vidéos creepy sur Internet. Celle-ci fait partie de ses plus connues, et c'est pas pour rien. La vidéo commence dans cette ambiance avec cette musique. Ensuite, il y a un petit jumpscare que je vous épargne et on se retrouve ensuite en face de Noroi-chan, le personnage là de poupée qui va être présent pendant l'intégralité de la vidéo. C'est une poupée qui veut faire à manger des trucs et bon, la vidéo est inexplicable, c'est un bordel sans nom, l'esthétique est franchement cool et le montage très chaotique et elle a beaucoup tourné parce que j'avoue quand tu vois la miniature, t'as quand même un peu envie de cliquer, c'est intriguant surtout avec l'aspect un peu poupée qui a beaucoup touché certaines personnes. Le premier jumpscare est pour beaucoup un trauma encore présent et la vidéo est vraiment flippante. Je vous invite à aller la regarder. Ayuwoki. Le 27 juillet 2009, une vidéo du nom de Michael Jackson est postée sur la chaîne de Thomas Rengstorff. Cette vidéo montre sa création d'un étrange animatronique de Michael Jackson au look absolument terrifiant. Il fera beaucoup de vidéos dans ce style, utilisant sa création, qui auront un certain succès, étant donné que le 27 juillet, on était seulement un mois après la mort de Michael Jackson. En soi, il a presque un peu capitalisé sur la mort du célèbre chanteur, ce qui est un peu moyen, on va pas se le cacher. La vidéo a gagné au cours du temps beaucoup de visibilité. Aujourd'hui, elle a des millions de vues, mais elle a surtout été copiée et copiée et copiée partout, étant repostée sur Facebook, YouTube, Twitter, utilisée comme image de réaction, utilisée également comme GIF et également utilisée comme screamer. La vidéo a énormément tourné et a choqué beaucoup de personnes jeunes. Alors pourquoi j'appelle cette vidéo Ayuwoki ? Parce que la vidéo originale a été renommée The Ayuwoki is Back. Et c'est pas anodin, c'est dû à un mème qui est apparu en 2019. Je sais que c'est peut-être un peu tôt
pour parler de trauma, mais j'avais envie d'en parler parce que c'est assez marrant l'histoire de Ayuwoki. Depuis 2019, une légende apparaît disant que Michael Jackson, avant de mourir, aurait dit comme dernière phrase « Ayuwoki ». C'est en fait une manière yaourt de dire « Are you okay ?» en référence à son morceau Smooth Criminal où il répète en boucle « Annie, are you okay ?» La légende dit que si on connaît Ayuwoki et qu'on est réveillé à 3h du matin, celui-ci pourrait venir nous voir. La légende est évidemment fausse, mais voilà, c'est un rabbit hole intéressant de se plonger dans les mèmes utilisant Ayuwoki parce que c'est franchement très très drôle. Donc ça nous permet de respirer un peu. Fallen Angel in Catalonia. J'en avais parlé dans une vidéo débunkage précédemment, donc je vais être très court. Il s'agit d'une étrange vidéo où présumément un groupe d'enquêteurs du paranormal catalan se balade dans une forêt et tombe sur cette chose. Il est interprété comme un ange déchu, et c'est à peu près tout le contexte qui nous est présenté dans la vidéo. La vidéo a énormément tourné, et ce dans énormément de vidéos et de re-uploads, et j'ai déjà expliqué en quoi il s'agit d'un vieux canular des années 2000. Il faut savoir également que beaucoup associent cette histoire à la légende du rake mentionnée plus tôt, le design étant assez similaire. Et pourtant, si j'ai bien compris, il le prédate. C'est plutôt intéressant, et l'image est restée gravée dans la tête de beaucoup de gens, encore une fois. M is Bad. M is Bad est un sketch animé datant de 2005 qui a été posté sur le site Newgrounds par un utilisateur nommé Excess. C'est un sketch qui a beaucoup vieilli, aussi bien pour son humour que pour sa mise en scène. Ces vidéos de sketch avec des personnages pixelisés, des sprites de jeux Nintendo, c'est très vieux et c'est un truc qui a mal vieilli. Mais ça a aussi vieilli pour son humour et pour les sujets qu'il traite. M is Bad est un sketch assez atroce. Et vraiment, j'ai pas aimé le visionnage de cette vidéo. Aujourd'hui, ça peut peut-être faire rire certains, mais premier degré, il y a des gens que ça peut trigger pour des raisons que je ne peux pas vraiment décrire, sinon la vidéo risque d'avoir des problèmes avec YouTube. Disons que Mario ne respecte pas le consentement de Luigi. Encore une fois, avec beaucoup de vidéos de ce type, les gens tombent dessus en se disant que ça va être un bon moment, juste un sketch, et des enfants se retrouvent ainsi exposés à des blagues sexuelles assez sordides, des montages un peu surprenants, et de la violence parfois hardcore. Celui-là, en l'occurrence, est assez extrême, et fait partie des pires qu'on puisse trouver et sur lesquels on puisse tomber quand on est jeune. Le cauchemar de Pingu. Pingu est une série télévisée animée en stop motion, diffusée depuis 1990, se centrant sur les aventures du personnage Pingu et de sa famille, un groupe de manchots vivant dans un igloo, dans la banquise. Les personnages ne s'expriment qu'en disant des syllabes aléatoires, et c'est donc une série non parlante. Je trouve perso que l'animation, bien que un peu spéciale et parfois un peu creepy dans sa manière de déformer les corps, est ultra charmante. Je trouve que c'est un charme gigantesque, cette esthétique, j'adore Pingu. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était une émission japonaise, des trucs aussi bizarres ne pouvant être dans ma tête associés que à la culture pop japonaise qui est parfois sacrément chez père, mais non, c'est britannique. Pingu a pas vraiment énormément marqué négativement les gens, à part pour un épisode. Et celui-là, mon Dieu, c'est un gros morceau. Dans la saison 1, il y a l'épisode 22, appelé « Le cauchemar de Pingu ». La séquence du cauchemar commence avec Pingu allant s'endormir. Au milieu de son sommeil, il est réveillé par le toit de son igloo qui d'un coup se soulève. Il est terrifié mais décide de rester dans son lit. Le lit commence soudain à prendre vie et à bouger par lui-même. Le lit change de forme régulièrement. Et alors que c'est juste un peu étrange, on commence à voir apparaître dans l'arrière-plan cette étrange tête. Voilà, vous avez devant vous un des traumas les plus persistants de la génération Y et de la génération Z. Alors que le lit continue à bouger, voici ce qui se passe. Pour un enfant, ça c'est un jumpscare. L'apparition du morse un peu en arrière-plan, c'est le build-up, c'est monter l'anxiété, monter la tension. Et ce moment-là, c'est un jumpscare, c'est un putain de screamer. Vraiment, c'est agressif et surprenant, surtout quand le design du morse est aussi différent du reste. Mais regardez-moi ses dents, regardez-moi sa tête, regardez comme il rigole, il bouffe le matelas de Pingu et continue à se marrer, c'est un cauchemar ce truc. Bref, j'ai eu de la chance de pas tomber dessus quand j'étais petit. Si les traumas de dessins animés que j'ai pu présenter précédemment peuvent paraître parfois assez anecdotiques, celui-là, il est unanime. Pingu est une émission centrée vers les très jeunes enfants. Cet épisode a traumatisé des dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers d'enfants. Et selon moi, ça reste un des, si ce n'est l'exemple le plus parlant
d'un dessin animé devenant dark sans le prévenir, qui a terrifié des milliers d'enfants. C'est la fin de la partie 2 de cette série de 3 vidéos sur les traumas de la génération Z. J'espère que celle-ci vous a plu. J'espère vous voir pour la partie finale qui arrive bientôt. Je vais essayer de la faire vite, mais bon, je peux rien promettre. J'espère que vous aimez ces vidéos. Hein. Je les tourne avant de pouvoir voir le moindre réaction à la première partie, mais j'espère que ça s'est bien passé. Bref, on se retrouve la prochaine fois pour aller dans les dessous de l'iceberg, les eaux profondes étant loin d'être les plus terrifiants. Les dessous de l'iceberg, les abysses et le vide, ça sera dans le prochain épisode. Et il y aura également une conclusion essayant de donner sens à tout ça. À la prochaine!